quand on vit l'immortalité, puisqu'on ne sait pas qu'on va mourir, les choses ont de l'importance, mais il faut qu'il y ait constamment du mouvement, et du mouvement rapide. Alors que quand on sait que les choses ont une fin et qu'il y aura une transformation, l'instant devient profond au lieu d'être rapide. Et c'est ça, vieillir, c'est que la profondeur s'invite et la vitesse s'en va. C'est une autre façon. Oh. La profondeur s'invite et la vitesse s'en va. Waouh. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre avec une phrase d'introduction. J'aime commencer par cela en général dans les ouvrages de mes invités. Cette phrase est la suivante. En 1 minute, mon univers est différent, je n'ai plus peur, je m'abandonne dans un tourbillon extraordinaire, je suis à la fois immense, à la fois minuscule, vivante, intense, limitée, infinie, et je ne cesse de muer comme un kaléidoscope. Je suis nulle part et partout à la fois. Le message alors s'impose et je le reçois avec joie. Je suis le monde, la goutte d'eau, l'océan, quelle folie de se croire séparés. Je suis la création. Elle s'appelle Ghislaine Duboc. Bonjour Ghislaine. Bonjour. C'est bien vous qui avez écrit ça? Oui. C'est bien un état dans lequel vous êtes au moment où vous écrivez ça? Oui, c'est un état de transe. C'est un état de transe. Et le plus difficile dans un état de transe, c'est de trouver les mots qui la racontent. Parce que dès qu'on met des mots, on se sépare. Et là, ça a été plus facile que je croyais. Alors, on va en parler évidemment à travers de cet ouvrage qui vient de sortir dans la grande maison d'édition de nos amis de chez Très Daniel. Ça s'appelle donc La prophétie de l'espoir, une formidable vision chamanique de notre monde en transition. Ghislaine Duboc, vous êtes chamane? Oui. Et vous le dites alors tout discrètement avec une petite voix? Oui, parce que en fait, chaman, c'est un mot occidental, il a une façon romantique d'être perçu. Et quand j'ai beaucoup voyagé, été dans pas mal de tribus, et le mot chaman n'existe pas. On va appeler taïta, on va appeler autre, mais c'est nous qui avons créé ce mot avec aussi notre culture, ce qui fait qu'on a beaucoup de chamans qui sont soit je dirais des universitaires du chamanisme, c'est-à-dire qu'ils refont exactement ce qu'on leur a enseigné dans telle ou telle tribu, ou alors on a ceux qui le transforment en deviennent gourous, parce que le chaman, sans son groupe, c'est rien. Donc c'est un parmi les autres. Hein, et ça, alors nous, on a quoi, une vision occidentale? Oui, où on met un peu de curé et un peu d'étudiants. Voilà. Donc ça devient très ritualisé. Je vois les huttes de sudation, tout ça. Moi, je dis chaman parce que c'est notre mot, mais en fait, je me suis éloignée de cette façon d'exprimer le chamanisme, en étant plutôt dans ce qu'ont dû être, je crois, à une époque, les gens sensibles comme les druides ou autres chez nous, qui avaient aussi l'ouverture vibratoire pour pouvoir avoir une réalité peut-être subtile, mais tout le monde de là, mais disons que à un niveau peut-être plus important pour concevoir le monde autrement. Voilà. On a le sentiment que vous dénoncez presque, peut-être que le mot est un peu fort, mais vous dénoncez peut-être cette exploitation et du terme et de l'image, de la nature propre de ce qu'est un chaman. Oui, parce qu'un chaman, c'est quelqu'un de humble. Et souvent, j'en ai fréquenté, je trouve que ça devient quelqu'un de pouvoir. On aime la magie en Occident. Alors que quand on aime la vie, on ne se l'approprie pas. C'est la vie qui est magique, pas soi. Et le chaman a cette modestie. Mozart se voyait pas comme un grand musicien. Il était d'abord celui qui véhiculait la musique. Et je crois que c'est ce que j'aime, alors qu'aujourd'hui, et c'est normal, c'est des cultures qui se rencontrent, qui s'épousent, et il y a de très belles choses qui sont mises dans les uns avec les autres. De la même façon que moi, quand je travaille, je mets de l'importance au verbe, et pour saturer le cerveau, afin qu'on puisse passer à autre chose, parce qu'on est des Occidentaux. Et on a notre culture pour premier outil d'ouverture. Alors, casser les conditionnements pour s'ouvrir à autre chose, ça me paraît essentiel. Sinon, on rentre dans une pratique que tout de suite, on va codifier. Et à partir de là, dès qu'on
codifie, on rigidifie, et à ce moment-là, on s'éloigne pour moi. Je dis bien pour moi, hein, c'est que ma vision de l'esprit du chaman. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? 60 000 pensées par jour tournent dans votre tête. Vous vous rendez compte? Savez-vous que 80% de nos pensées quotidiennes sont négatives? Saviez-vous que tout est énergie? Pourquoi ai-je l'impression d'être bloquée après tout le travail que j'ai fait sur moi? Tu peux pas te libérer de ta partie sombre, mais par contre, tu peux en faire une alerte positive. Et si vous étiez à une petite inspiration de changer votre vie? Pour moi, rire, c'est vivre. Retrouvez-moi lors des ateliers ABC Talk, Corps, âme, Esprit, qui se tiendront les 30 novembre et 1er décembre prochains à Lille. À 9 h à l'hôtel Mercure, aéroport de Lille. Rendez-vous sur le site d'ABC Talk. Vous pouvez d'ores et déjà réserver sur le site. Rien que pour vous, un atelier 100% immersif qui va transformer votre vie. Une grande expérience humaine, un moment de communion unique. Prenez date dès maintenant et à très bientôt. Beaucoup de bonheur, d'amour, de sérénité. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. En tout cas, merci d'avoir remis un petit peu, de redonner ces lettres de noblesse à ce qu'est un chaman et la véritable définition, votre définition du chamanisme et du chaman en l'occurrence. Vous êtes à la base psychosexologue, conférencière, auteur, bien entendu. Et alors, dans ce titre, la prophétie de l'espoir, il y a un mot qui est absolument essentiel. C'est le mot espoir. Notre monde est en transition et il a besoin d'espoir. Oui. Oui, et quand j'ai vécu cette expérience de différentes trans en Cévennes, chez moi, puisque je suis cévenole, ouais. Je crois que je touchais quelque chose comme le désespoir. Parce que quand on regarde le monde semble être un enfant qui sait pas, qui joue à se faire très mal. Et là où on va, ça fait, si on est avec le vivant, quand les rivières sont sans poissons, alors qu'on les a connues avec poissons, on pleure, hein. Et il y a un moment où, comme face à une grave maladie, on perd pied, on veut pas, on trouve ça injuste. Et j'étais dans dans ce monde qui me tourmentait. Alors j'avais des jolies paroles et à l'intérieur de moi, il y avait l'effondrement. Et je fais ces trans et ça m'a apporté la paix. Et je pensais jamais la partager. Je pensais jamais l'écrire. Si j'avais pas eu autour de moi une amie et puis d'autres qui m'ont dit, mais s'il faut le dire, et j'ai mis 2 ans pour l'écrire, j'ai compris que, quel que soit ce qu'il y a à vivre, si on est associé au vivant, on le traverse en paix. Mais pour ça, ça demande d'aller dans cette culture et de comprendre, on est au maximum de notre floraison, qu'est-ce qu'on a fait naître? Parce qu'à ce moment-là, quand on reconnaît ce qui est devant nous, même si on a peur, la lucidité permet d'avancer. Quand on a préparé l'émission avec Nelly, Nelly me dit quelle poésie il y a dans ces phrases, dans ces mots. Et vous avez parlé tout à l'heure de cette noblesse des mots et la puissance des mots. Même dans votre phrasé, il y a de la poésie. C'est vrai, hein, ça s'entend. Je trouve ça beau. Je trouve ça. On a l'impression que vous avez presque. Alors c'est peut-être cet accent, cette petite pointe d'accent que vous avez de vos Cévennes natales. Mais il y a voilà, il y a une sorte de poésie comme ça, de légèreté dans vos propos que je trouve très très agréable. Et on va vous écouter évidemment avec beaucoup d'intérêt. On va parler de ces trans parce que c'est évidemment l'objet de votre livre. Mais pourquoi ces trans-là alors que vous avez dû en faire tant et tant depuis tant d'années? Oui, mais c'est arrivé à un moment clé. Vous voyez, par exemple, j'ai eu évidemment d'autres trans qui m'ont éveillée, mais chaque fois que ça arrive avec cette intensité, c'est que on est à un carrefour. Je suis dans ma vie aussi à la dernière étape de ma vie, donc je vais plus en conscience vers la fin. Hein, on sait qu'il y a moins de temps à vivre qu'avant, et donc ça aussi c'est important de remettre la mort dans sa vie. Et ça, cette transe m'a ramené à l'intensité que donne la vie quand on est accouplé à la mort. Ce que vous ne faisiez pas avant. Pas autant. J'étais toujours
dans l'impression que j'avais jamais vieilli. Oui, c'est vrai. Moi, je suis devenue vieille d'un coup. J'allais dire, mais est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas le premier sentiment, la première sensation que vous évoquez, où j'avais jamais la sensation de vieillir? C'est pas ça, être en vie totalement, que de se dire, ben j'ai pas la sensation de vieillir en définitive. Eh ben, quand on vit l'immortalité, puisqu'on ne sait pas qu'on va mourir, les choses ont de l'importance, mais il faut qu'il y ait constamment du mouvement, et du mouvement rapide. Alors que quand on sait que les choses ont une fin et qu'il y aura une transformation, l'instant devient profond au lieu d'être rapide. Et c'est ça, vieillir, c'est que la profondeur s'invite et la vitesse s'en va. C'est une autre façon. Oh, la profondeur s'invite et la vitesse s'en va. Waouh! Si vous me permettez, je la noterai celle-là. Et je vais la garder parce que c'est quand on me demandera une définition de la vieillesse, je trouve que c'est particulièrement bien dit. Et quand je parlais de poésie il y a un instant, ça c'est sûr que voilà. Alors, on va encore une fois détailler ces transes que vous écrivez, évidemment. Je suis toujours très très admiratif, très envieux même parfois, je le dis, de ceux qui ont cette faculté de transe, de ressenti comme ça. Et le fait de se dire que, est-ce que vous avez écrit en étant en transe, ou est-ce que vous déposez après la transe ce que vous avez vécu? Bah, c'est ce que j'ai découvert dans ce livre, parce que dans mes 2 précédents, j'étais toujours très présente. Et sûrement que c'était très très compliqué. Alors que là, j'ai eu l'impression que c'était comme quand je travaille dans mes groupes. C'est le livre qui s'écrit. C'est une façon de... Et je dis, ceux qui sont avec moi ont l'habitude, je dis ça descend. Voilà. Et alors, quand ça descend, je suis très étonnée aussi de quand je le lis. C'est un état où on laisse la vie passer. Et je crois que de l'avoir tellement développé avec les groupes que j'anime, eh bien, pour l'écriture, ça s'invite pareil. Et donc, il y a des semaines où on me disait, ben, tu avances. Je disais, non, il y a rien qui vient. Ça vient pas. Je sais pas où je vais. Je sais même pas. Et c'est, ah oui, par exemple, l'éditeur, il était sympa, hein. Vraiment, heureusement, hein. J'avais un garçon magnifique. Il me dit, oh, c'est pas grave. Et aussi, c'était intéressant parce que c'est un livre qui était en résonance, parce que quand il me disait, est-ce que vous voulez vraiment dire ça? Tout d'un coup, je comprenais que c'était pas vraiment ce que mon cœur ressentait. Et ça me permettait d'aller plus loin. Je crois que Youssef, qui travaille dans cette maison d'édition, m'a fait accoucher de quelque chose, pas en me disant faites ça, non, en me partageant son ressenti. Et j'ai pu aller plus loin, même dans l'impudeur, chose que j'aurais pas fait si j'avais pas été avec lui. Donc c'est un livre collectif. Il y a la vie, il y a lui, il y a moi. Enfin bref, on s'y est tous mis. C'est ça. Et la règle d'or était de dire lâchez-vous, quoi. Ah oui, c'était laisser passer au plus près du cœur. Ouais, c'est ça. Ouais. Du cœur. Du cœur. Pas de la tête. Moi, j'ai un peu honte, Ghislaine, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je n'ai pas lu vos précédents livres. Ah non, mais ça, donc, je ne connais pas très très bien votre histoire. Et je pense que c'est important aussi de revenir un petit peu sur votre parcours, sur ce que vous avez. Et on dit souvent, j'ai reçu des chamans ici, qui ont tous une histoire en étant intronisés. C'est-à-dire validés par d'autres instances chamaniques qu'il faut parfois aller chercher à l'autre bout du monde. Est-ce que ça a été votre cas? Pas du tout. Alors, pas du tout, parce que moi, en fait... Et on me dit, pardonnez-moi, je vous coupe, et on me dit que l'on ne peut pas se prétendre chaman si on n'a pas effectivement cette approche d'intronisation. Alors, moi, c'est très, très différent. J'aurais jamais osé dire que j'étais chaman, mais quand j'étais à Teotihuacan, enfin, avec un groupe où il y avait justement 2 chamans, un type que j'aimais beaucoup et une femme qui est devenue une amie. Et évidemment que les trans, à un moment, on était sur une terrasse, hein, et je suis partie, et je suis partie. Donc je sais pas ce que mon corps a fait, il a fait plein de choses. Et puis à un moment, je reviens, donc tout le monde était affolé, et il y avait un guide qui amenait des gens à Teotihuacan qui disait, ben voyez, là vous avez eu la danse traditionnelle de la civilisation qu'il y avait là. Et il y avait donc
mon amie Zara qui me dit « Mon Dieu, tu me fais trop rire, toi, c'est pas possible. Mais tu peux pas, il faut que tu pousses avec les lieux. » J'ai dit « Oui, mais quand les lieux me parlent, je danse, je peux pas faire autrement. » Et le soir, on a vu la danse que j'avais faite, puisque moi, je l'avais pas vue. Wow. Et c'était exactement ça. Et je lui dis « Ça serait bien que tu viennes chez nous, tout ça. » Elle me dit « Mais tu sens la terre. Chez nous, tu peux dire quand il y a une source. Tu peux parler là. Pourquoi tu le fais pas chez toi? Moi, dans ta ville, j'y comprendrai rien. Dans une usine, je saurais pas. Si tu dois parler à la terre, parle à celle que tu connais bien. » Et elle me dit, tu communiques, tu entends, tu sais les vibrations. D'ailleurs, c'est elle qui m'a appris à pas écouter tout le monde, hein, parce qu'elle m'a dit, quand tu rentres dans un métro, tu dis bonjour à tout le monde. Non, alors quand tu entends des voix, tu fais pareil. Vous voyez, c'était quand même très simple, hein, ouais. Mais du coup, ça apprend, ça apprend. Et quand je suis rentrée, ben, je dis, puisqu'on dit que le chaman, c'est ça, ben, moi, je suis chaman. Et comme quand j'ai fait des constellations, je savais pas que c'était des constellations chamaniques, hein, à ma façon, mais on m'a dit, ah, mais ça ressemble à des constellations. C'est pas tout à fait pareil, mais j'ai dit, appelons-le constellation. Mais alors, ça veut dire que ce que vous décrivez là, c'est de la médiumnité. Oui. C'est de la clairvoyance, de la clairaudience. Donc, exactement. Ça veut dire que tous ceux qui ont ces profils-là peuvent s'octroyer le titre de chaman? À condition qu'ils rentrent dans la réalité horizontale. Parce que le chaman, comme je l'ai dit, c'est dans le cercle. C'est un parmi les autres. On ouvre la vibration. La vie, ensuite, s'occupe de réveiller en chacun la danse. Et si je reste dans la verticalité, c'est-à-dire je suis celui qui sait pour les autres, là, je suis pas chaman, je suis gourou. Le chaman est avec le groupe. Il est dans la réception du groupe. C'est vraiment cette conscience du un et de l'ensemble. Si je pense que je suis celui qui guide, non. Dans un cercle, quand c'est par exemple un problème de guerre, ça va être le guerrier qui va être sollicité pour amener le groupe à la guerre. Mais ensuite, quand il revient, eh bien, ce qu'on fait, c'est que on le met chef. Chef, il a aucun droit sauf celui de parler. Donc, on prend quelqu'un qui a l'art de la stratégie violente militaire pour devenir celui qui va être l'art de la parole. C'est celui qui a tous les pouvoirs et celui qui en a point. C'est-à-dire que c'est, quand les conditions sont réunies, c'est telle part du groupe qui prend le lead, mais qui le rend ensuite. Et donc, à l'intérieur de soi, on a ça. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'être toutes ces musiques en fonction des gens que l'on rencontre. Alors que nous, on est, si je suis l'homme fort, ben, je dois être fort en couple, fort avec mes amis, fort au travail. Et je vois bien que quand les gens forts sont malades, c'est un vrai problème parce qu'ils n'arrivent pas à s'imaginer comme ça. Et donc, ce que j'apprends et ce que j'enseigne et ce que j'ai vécu, c'est cette transformation. Et c'est là que pour moi vient le chaman. C'est quand il sait être dans le groupe et amener la vibration que le groupe, tout d'un coup, voit que chacun est une part de soi. Parce que dans les groupes, je peux vous assurer que chacun est une part de soi. Ils deviennent fous quand ils comprennent ça. Et quand l'autre parle, il ne parle que de moi. C'est assez magique. Alors voilà, pour moi, dans mon monde, maintenant, mes grand-mères étaient, évidemment, j'avais 2 grand-mères qui étaient guérisseuses, qui voyaient, bon, tout ça, on l'avait en naissant, mais c'était plutôt un fardeau. Moi, dans la première partie de ma vie, j'ai essayé d'être quelqu'un normal, hein, c'est-à-dire de gagner de l'argent et d'être connu. Et j'étais dans les affaires pour ça. Et on me disait, t'es pas une femme, t'es un mec, toi. Tellement t'as des couilles, parce que j'étais très, très dure. Faut pas, l'ouverture dans notre société, ça marche pas. Être sensible, ça marche pas. Faut être courageux pour être sensible. Et donc, c'est après une grande fermeture que j'ai pu m'ouvrir à ce courage merveilleux de laisser la sensibilité revenir en moi. Est-ce que vous vous souvenez de ce point de bascule qui a permis justement cette ouverture et l'ouverture à cette sensibilité dont vous parlez là? Alors, c'est vraiment un moment clé dans ma vie. Si vous souhaitez en parler, hein, je ne veux pas vous obliger. Ça me gêne pas. Ça me permet de citer un garçon que j'ai connu il y a longtemps. En fait, j'étais dans l'avion et je disais à une de mes assistantes, j'avais des migraines, je suis migraineuse, et elle me dit, écoute, je viens de lire dans l'article une femme, elle est allée voir un type, elle avait des migraines, il lui a fait une rentrée dans les vies antérieures, voilà, dans les vies antérieures, une régression, et elle a découvert qu'on y avait coupé la tête. C'est pour ça qu'elle vivait ça. Elle est revenue
plus de migraine. Ah, j'ai dit, écoute, moi, les histoires de régression, j'y crois pas du tout. Donc, mais si ça marche, elle me dit, oui, attends, c'est une journaliste, elle est connue, franchement. Ah bon, j'ai dit, tu me prends rendez-vous avec ce mec. Et j'y vais. Et ce mec, c'était Patrick Drouot, qui commençait juste là. Alors, j'arrive dans son truc, et puis, fallait voir, j'étais la femme d'affaires qui arrive dans le bureau de Patrick Drouot, qui démarrait. Et il me dit, oui, mais vous savez, il faudra 3 séances. Je lui ai dit, ça y est, c'est l'arnaque. Il me dit, écoutez, on va commencer l'adolescence, après on fera dans le ventre de votre mère, et puis vous partirez 3 séances. Très bien. Sauf que 2 minutes après, j'étais partie. Et là, j'ai vécu 3 fins de vie. Très douloureuse, vous dites. Hein. Ah, 3 fins de vie où j'ai compris que ce soit la vision chrétienne, enfin spirituelle, politique ou financière, on arrivait à la même solitude. Mourir seul. Ne pas savoir qu'on faisait partie de l'ensemble. Et donc, quand je suis revenue, j'ai failli donner une gifle et je lui ai dit, je vous ai jamais demandé ça. Jamais. Moi, j'ai besoin de Dieu, de tout le reste. Je vous ai jamais demandé ça. Il me dit, non, mais vous avez un don, il faut vraiment que vous... J'ai dit, alors, je l'ai payé, je suis partie. Et j'ai marché pendant des heures dans Paris. Et je pleurais. Et quand je suis rentrée après dans le sud, à l'entreprise, j'ai dit, j'arrête tout. On m'a dit, oh, toi, si t'as pas tes 20 heures de travail, c'est pas possible. Mais j'ai dit, si, je vais arrêter. J'ai mis 18 mois, hein, parce que bien sûr, c'est pas aussi brutal, mais bien sûr. C'était une grosse entreprise, mais j'ai pu me retirer parce que j'ai dit, c'est pas ma vie. J'ai fait une belle dépression, donc j'ai commencé à faire la peinture, tout ça. Et c'est là où j'ai rencontré, par contre, toutes les équipes qui montaient à l'époque, où on avait ceux qui avaient créé la PNL, on avait Ericsson, on avait des gens formidables. Alors ça, c'était passionnant. J'ai adoré ça. Et puis après, je suis allée dans les tribus parce que c'était aller un petit peu plus loin. J'avais lu Pierre Castres, que j'adore, et qui est de Sévenol aussi, qui est décédé. Hein. Et donc, ça m'avait envoyé là. Et là, j'ai touché, je pourrais dire, l'âme de ce qui fait que j'ai pas peur de mourir seule. Je sais que je mourrai vivant. Waouh. Vous devez beaucoup à Patrick, alors. Ah ben oui, lui, il était... Ah ben après, on s'est revus. Hein. J'imagine. On a fait des tas de choses ensemble, des bien choses, sûr. On a été quelque temps ensemble. Mais j'étais moins intéressée par les déesses et tout le reste. Ça, c'était pas mon truc, ça. Et donc, je lui ai laissé les petites déesses. Bon, en tout cas, à partir de cet instant charnière de votre existence, les choses changent du tout au tout. Ah, du tout au tout. Ah. Là, ça a été un bouleversement et puis une quête. Mais j'y allais au départ pour moi, en fait. Oui, hein. bien sûr. Donc, pour soigner vos migraines. Voilà, mes migraines et puis le sens de ma vie, ça avait plus de sens. Et c'est difficile parce que quand on se ferme, on est très admiré. Plus on est dur, plus les gens vous regardent avec respect. Il y a on aime le tueur quelque part. C'est comme s'il osait faire ce qu'on s'interdit. Et ça aussi, c'est les choses que j'ai apprises parce que j'ai été confrontée à des milieux très violents et des situations très violentes. Et c'est là où... Et vous avez été cette tueuse dont vous parlez? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, sinon j'aurais pas redressé le groupe. Ça devait être comme ça. Et il y avait... Alors là, mes intuitions ne servaient que... que dans ce cadre. Hein. Mais c'est intéressant parce que tant qu'on ne trouve pas le guerrier en soi, le guerrier, j'allais dire, du jeune, celui qui croit que d'avoir du pouvoir sur la matière, ça le rend fort, on peut pas trouver le guerrier du cœur qui sait qu'il n'a rien et qui doit se laisser porter. Ça, c'est pas possible. Il faut peut-être, pas pour tout le monde, mais je crois que souvent, d'avoir vu les deux versants permet de mieux connaître la montagne. Quand il y a des trajectoires de vie comme celle que vous nous décrivez là, j'ai toujours une pensée pour les gens qui ont connu votre première partie de vie et qui doivent aujourd'hui se dire « Mon Dieu, mais Ghislaine, elle est partie dans d'autres sphères. » Oui. J'imagine que ça doit souvent être ce genre de réflexion. Ah ben oui, puis attendez, j'étais très maquillée, j'avais des chapeaux, c'est un personnage, hein. Mais aussi le pouvoir des vêtements, maintenant je sais très très bien en parler. Combien ça change les énergies, hein, ce que l'on met. Oui, mais je l'aime cette femme aussi. Elle voulait tellement montrer qu'elle était normale. Hein, parce que quand vous avez des visions très jeunes, vous êtes une sorcière.
vous êtes rejeté, détesté, battu. Hein, c'est quand même difficile d'être avec cette sensibilité. Et être normal, c'est au contraire celui qui est capable de détruire tout ce qui le gêne sur son chemin. Mais quand vous regardez cette femme maintenant avec le recul et la sagesse que vous avez aujourd'hui, vous vous dites, cette femme, ça n'était pas moi? Ah si, c'était moi. C'était moi. Mais c'est là où je trouve que je ressemble à la jeunesse de notre époque. Je croyais que d'être puissant allait amener l'amour, allait amener quelque chose de sécurisant. Comment dire, le pouvoir donne l'illusion que on est important. Ce qui fait que on peut travailler 20 heures. Il y a la petite voix qui dit oui mais t'es important. On peut prendre un avion privé, oui mais tu es important. On peut faire ça, oui mais tu es important. Et quand on perd cette importance, ce qui arrive c'est que la vie devient importante. C'est deux mondes. Et cette sensation d'importance, le seul moment où elle faillit, je pourrais dire, c'est quand on se rend compte que la solitude est immense. Alors là, dans la voiture, on peut pleurer ou crier un bon coup. Parce que, comme on est celui qui est fort, on est celui qu'on n'aide pas. Et on est celui à qui on se mesure. Donc, c'est toujours tenir. Hein. Et quand on est pendant des années comme ça, qu'il faut ensuite ouvrir, ça fait très mal aux doigts. En tout cas, merci pour la femme que vous êtes et la chamane donc que vous êtes aujourd'hui, et merci d'avoir redonné un petit peu le contexte de votre vie, de votre histoire. Et on va se plonger effectivement dans cette prophétie de l'espoir. Je disais, ce mot espoir est important parce que vous le dites, notre monde est en transition, dans le bon sens. Il n'y a pas de sens, c'est une transition. Je ne sais pas si la chenille, quand elle devient papillon, elle trouve que c'est le bon sens ou pas. Réponse de tueuse vient de me faire juste là. Elle est juste incroyable. Elle est magnifique, c'est extraordinaire. Non, mais parce que je reçois beaucoup de gens ici et qui me disent les temps changent, il y a de belles ouvertures, les gens prennent conscience. Donc ça sous-entendrait que on va dans le bon sens. Mais vous dites qu'il n'y a pas de sens. Non, il n'y a pas de sens. On est c'est une rose quand elle est à son apogée. Qu'est-ce qui arrive? Voilà, c'est tout. On est à l'apogée de quelque chose. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on ne contrôle plus le système. Et que c'est le système qui nous contrôle. Et on est arrivé en plus à créer la matière qui nous contrôle. Donc on est vraiment extraordinaire. Mais quand on en est là, moi, ce qui me fascine, c'est que on dit, on sait qu'on a aimé une personne quand elle part. L'intensité de son amour à sa mort, on le connaît. Et on sait qu'on est en bonne santé le jour où on est malade. Bien, donc je me dis peut-être qu'avec cette époque, on est à la fois en train de perdre et de trouver l'humanité. Les deux. On sait tellement que l'humanité, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, qu'à la fin, on est obligé de se dire c'est quoi. Quand on regarde avec l'intelligence artificielle, on se dit c'est quoi un homme maintenant? Qu'est-ce que c'est vraiment un être humain? C'est une question fondamentale qu'on ne se posait pas parce qu'on courait vers des rêves. Quelle est votre réponse? Qu'est-ce que c'est que l'humanité? Je crois vraiment que c'est de l'amour. Et ça paraît tellement bisounours quand on dit ça, ça fait presque honte. Mais moi, je crois que la patte, c'était, je me souviens plus son nom, qui a écrit un livre formidable. Quand elle dit, je sais qu'on n'est pas relié par l'amour, mais qu'on est fabriqué dans l'amour, c'est que l'amour ouvre. L'humain est une ouverture. Et la peur ferme. Or, on est dans la fermeture. Et des fois, il faut que ça soit très serré pour que ça explose. Mais si l'humain est une ouverture, effectivement, que dans l'amour, on se perd. Ça veut dire que la différence qu'il pourrait y avoir, d'après vous, entre l'humain et la machine, donc l'intelligence artificielle, c'est l'amour? Oui. Oui, c'est l'amour, parce qu'elle peut avoir les comportements amoureux, comme un psychopathe. Mais elle n'a pas l'amour. Et quand on a l'amour, c'est ce qu'on essaie de couper en premier dans une population pour pouvoir la tenir. Pourquoi? Parce que je peux, si on touche à mon enfant, ne plus penser à moi et à me jeter sur la voiture.
Alors que si c'est pour moi, je peux au contraire m'oublier et on peut me faire du mal. Donc l'amour fait le dépassement de soi. C'est pour ça que c'est vraiment à enlever, quoi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous parliez justement, une petite parenthèse qu'on va refermer très vite, mais cette intelligence artificielle qui submerge notre vie aujourd'hui pourra un jour avoir la conscience de l'amour? Et si oui, est-ce que ça vous inquiète? Mon Dieu, si elle arrivait à avoir la conscience de l'amour, ça serait pas une machine. Enfin, pour moi, c'est le vivant, la conscience. On peut penser, combien il y a de gens qui ont le sourire, l'attitude, qui vous font l'amour, et pourtant vous dites, je le sens pas. On sent qu'il manque quelque chose. Ça, c'est l'amour. On peut jouer à faire l'amour, mais l'amour, c'est justement la rencontre avec l'invisible. Parce que on peut pas le définir. On peut pas savoir où il commence, où il se termine. On peut pas savoir pourquoi on dit ça, c'est ça, ça, c'est ça. Mais tu dis ça, avec quoi? Je peux pas l'écrire. Dès que je commence à l'écrire, il s'enfuit. Donc, je pense qu'elle peut en avoir toute la recette, mais pas le goût. Qu'est-ce que je vous dis? Quand vous avez entendu ça, vous pouvez couper, puis vous dire, allez, vive l'amour. Nous sommes des êtres humains, en chair et en os, et avec cette conscience, et on essaie d'avoir cette conscience. Oui, mais ça nous fait peur. Oui, bien sûr. Parce que l'amour nous transforme. Et nous, on est dans le culte du mort. Je ne dois pas bouger. La fusion est interdite, toute transformation est interdite. C'est ça qui nous conduit à cette quête incroyable de ce qui ne meurt pas, plutôt que dans la joie de tout ce qui se transforme. C'est ça. Donc, l'amour est transformation. Vous savez, parfois, quand je vous écoute comme ça, je me dis que certaines instances, les plus hautes instances politiques, devraient écouter ce genre de discours. Non, mais c'est vrai, à un moment donné. Quand vous voyez le monde, parfois, dans lequel on est, quand vous entendez, que vous lisez, et que vous voyez certains discours, comportements, attitudes, voilà, règles imposées, vous dites, mais ces gens n'écoutent jamais ce genre de discours. C'est qu'ils les écoutent, ils les sentent pas. C'est le sentir qui amène à une autre réalité. Tant que j'écoute, c'est une information de plus. Oui, vous entendez. Oui, j'entends, mais je le classe dans mon cerveau comme une information. Donc, je dis, oui, bon, d'accord, si on fait ça, on a ça. Mais ça reste comme au Monopoly ou comme si je jouais à une table de jeu. Donc, on est dans l'art du stratège. Et quand on est dans le senti, on dit, ah oui, mais attends, si je me mets à sentir, là, je fais plus rien. Eh oui. C'est pour ça que revenir au sentir, c'est rencontrer la réalité dans sa profondeur et aussi dans sa complexité. Le problème de la science aujourd'hui, c'est qu'elle dévoile tous les jours la complexité du monde et que le monde que nous construisons, c'est le simplifier au maximum. On veut vraiment, quand un enfant naît, la première chose, tu veux être comme. Tu veux être comme qui? Comme quoi? Fais comme tout le monde. Fais comme. Alors que chaque grain de sable est différent. Un monde complexe, et nous, on en fait un champ de tulipes hollandais. C'est quand même terrible. Quand je vous écoute, parce que je ne vous entends pas, je vous écoute attentivement, sachez-le, je me suis dit, il y a une phrase qui m'est venue là, instantanément, je me suis dit, Ghislaine, ça doit être une vieille âme. Vous êtes une vieille âme? Ah ben, je crois que par exemple, justement, avec le livre, il y a un moment, je me retrouve avec mon grand-père. Et j'ai découvert que j'avais été jeune. C'est différent de ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, mais là, c'est par rapport au corps. J'ai toujours pensé que j'étais vieille, parce que j'avais un corps qui correspondait pas à ma tête. Ce qui fait que, à 12 ans, je me souviens, en cours de français, quand je disais à Madame Rieux, c'était le professeur à l'époque, son nom me vient alors que j'oublie tout d'habitude, mais bon, et je lui avais dit, mais on est des femmes. Elle a éclaté de rire, 12 ans. J'ai dit, mais il y en a qui se marient à 12 ans, hein, dans certains pays, donc on est des femmes, on peut pas nous traiter comme ça. Et j'avais 12 ans, pour moi, j'étais une femme. Ce que je voulais faire. Mais quand j'avais 5-6 ans, il y avait déjà aussi cette différence entre ce corps que je ne comprenais pas, qui devait être limité. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, paradoxalement, de savoir que mon corps est vieux, hein, eh ben, je me sens plus jeune. C'est bizarre, hein, ce que je vous dis. Il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que dans l'autre? Ah oui, mais parce que je pense que en vieillissant, on découvre ce que c'est que la jeunesse. Et quelle est la vieillesse et la jeunesse? C'est la conscience de la mort.
quand on est jeune, on ne sait pas qu'on va mourir. Donc, il y a cet amour qui est là et on est dans le goût de l'éternité. Et quand on vieillit, elle devient présente et on cherche ce qui ne meurt pas. Mais il ne meurt pas en nous. C'est-à-dire ce coucher de soleil qu'on voit et qu'on ne voyait plus. Ce brin d'herbe qu'on regarde avec attention. C'est quand même incroyable. On redevient, c'est pour ça que je crois qu'on devient, oui, en rentrant dans cette mort, on rentre dans cette transformation qu'on accepte, ce qui fait qu'elle nous prépare à l'ultime transformation. Et vous avez un avantage sur les autres, c'est que vous pouvez aller chercher l'information et la transformation. Oui. Au travers de vos trans. Oui, mais quand les personnes commencent à s'ouvrir à leurs vibrations, ça leur arrive facilement. Aussi. On est tous capables. Il y a un exemple qui pour moi est toujours très clair, c'est l'histoire que la musique touche nos molécules d'eau. D'accord ? Ce qui veut dire que si j'ai de la techno, elles font des formes de pics. Si j'ai du Mozart, elles vont faire des formes de flocons de neige. Et on ne peut pas imaginer, alors qu'on est fait à 80% d'eau, on ne peut pas imaginer que cette transformation géométrique ne joue pas sur nous. Évidemment. Donc nous, on est conditionnés en Occident pour se couper de toute émotion qui pourrait troubler l'action qu'on est en train de faire. À partir du moment où on ouvre l'individu, il retrouve sa sensibilité et il retrouve son âme de musicien. Tout le monde n'est pas Mozart, c'est pour ça qu'on n'est peut-être pas tous dans la sensibilité du chaman, mais on est tous musiciens. On peut tous rencontrer le monde invisible en conscience. Parce que quand on aime, c'est invisible. On ne sait pas. Quand on haït quelqu'un, c'est invisible. L'angoisse, dites-moi où elle est, c'est invisible. Tout ce qui fait l'essentiel du mouvement qui nous agite est invisible. Donc on le connaît très bien. Mais on a besoin, nous, de couper, de mettre des mots constamment dessus. Et moi, ce que j'essaie d'apprendre, c'est à s'ouvrir. À s'ouvrir parce que après, on raconte l'histoire qu'on veut. Hein. Quand quelqu'un... J'aime pas l'idée qu'une personne est aveugle, on lui raconte comment est l'océan. Bien. Moi, je préfère lui ouvrir la vue et après, il fait ce qu'il veut avec l'océan. Parce qu'on est particulier. Et c'est ça aussi la différence. Je me souviens d'un chaman quand il y avait eu... on avait fait, je sais plus avec quelle plante, c'était... Bon, enfin bref, avec une plante, on avait fait des trucs. Et puis alors, il y avait des autres qui après lui demandent qu'est-ce que ça veut dire, ce que j'ai reçu. Et ça m'avait fait rigoler parce qu'il avait dit, bah t'as parlé avec la plante, tu le sais. Débrouille-toi. C'est ton histoire. Bien sûr. Et alors que nous, on va aller chercher le traducteur, on cherche le prêtre, c'est pour nous dire qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu, comment je le traduis. Et ben moi, j'ai cet esprit. Des fois, dans la hutte, on me dit « Oh là là, et si je veux sortir ?» Bah, tu sors pas. Mais après, eh ben oui, bah, c'est ton jour. Qu'est-ce que je peux y faire? C'est sûr, c'est sûr. On veut ça veut dire que tout n'est pas traduisible, je sais pas si ça se dit. Oui, on doit pouvoir trouver sa traduction. C'est ça. Il n'y a pas d'explication rationnelle si ce n'est la nôtre. La nôtre. Parler en son nom, c'est le plus beau cadeau à faire à quelqu'un. Lui permettre de parler en son nom. Moi, si on me dit quelque chose, je dis, écoute, toi, tu l'as vécu, c'est parfait. Moi, non. Alors, je peux pas y adhérer, je marche ma parole. Je la vis, j'en parle. Mais c'est juste la mienne. Donc, vous permettez cette ouverture. Ah oui. Chacun réceptionne. Exactement. Et chacun analyse la réception. Oui. Et après, on partage, comme on est des parts chacun de nous, hein, on partage ce qui est vécu, mais ce qui est vécu, chacun à nouveau en l'écoutant le transforme aussi. Donc, c'est la magie de la vie. La prophétie de l'espoir, une formidable vision chamanique de notre monde en transition. Alors, on parle de ce livre, la prophétie Alors déjà, vous avez parlé des Cévennes. Oui. Et vous dites c'est là-bas précisément que les états de transe sont les plus fortes pour vous. En fait, qui sont vraiment personnels, parce que quand je suis en Normandie ou dans le centre, évidemment, c'est quand je travaille ou des fois ça arrive et j'aime pas trop, mais bon, ça se contrôle pas. On dit pas tiens, je vais partir en transe comme ça. C'est pas vrai, ça vient. Mais en Cévennes, je suis chez moi. Enfin, je suis chez moi, je suis dans ma terre. Mais alors ça, vous voyez, revenez à ce que vous venez de dire là. Quand vous dites, ça se fait pas comme ça, on décide pas de partir en transe, etc., etc. Mais j'entends l'inverse. Des gens qui disent, je vais faire un exercice pour être en transe. Donc c'est une volonté d'y être. Oui, je peux être, par exemple, si je fais un voyage chamanique, je vais me retrouver dans des schémas très différents. Mais ce que j'appelle, moi, la transe, alors c'est peut-être ma façon à moi d'en parler, c'est quand la vie se manifeste
pour nous amener quelque part. D'accord. Et mais des fois, les gens le vivent, ils s'en rendent même pas compte. On est assis, puis on dit ah ben j'ai pas vu le temps passer. Où tu étais? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a où quand je suis devant un miroir, je vois ma mère et je me dis ah non c'est moi, d'accord, mais ta mère là, tu l'as vue, alors va dedans, va dans cette image qui est ta mère, rentre complètement dedans. Et là il y a peut-être quelque chose. C'est-à-dire que les signes qui nous dans une respiration, dans les petits signes qui permettraient de voyager, je pourrais dire, eh bien nous on a appris à les couper parce que un enfant quand il sent quelque chose, il dit non ça tu le sens pas. Ou ça, tu le vois pas. Ou ça n'existe pas. Donc, dès le départ, combien moi, je vois mes petits-enfants, hein, il y a l'aînée, enfin, Gabriella, elle était avec son copain, elle l'a eu pendant 3-4 ans, invisible. Mais ça me gênait pas du tout. Sa mère non plus, d'ailleurs. On était tranquille parce qu'on le voyait, on savait, elle pouvait, et puis il est parti quand elle a eu fini. Bon, en même temps, dans la lignée des Duboc, les lignées féminines. Oui, c'est vrai que il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Hein, puis ceux qui arrivent, il y a ce qu'il faut. Là, on est bien. Ah, vous êtes bien. On est bien, je crois. On est bien. Une clé. La clé pour accéder au cœur d'un mythe où se cache une prophétie. Oui. Quelle clé? La clé, c'est de découvrir que dans la graine de carotte, il y a la carotte. Et que donc, on ne fait que fleurir ce qu'on a semé. Ça, c'est ça une clé, parce que ça rassure quelque part. C'est vrai. On a l'impression que les hommes ont fait des erreurs. On s'est mis là, c'est une erreur. On a fait ça sur un. Non, il y a un fondement. On croit à une histoire, on la fait fleurir jusqu'au bout. Et à un moment donné, comme dans une histoire d'amour d'ailleurs, à un moment donné, la floraison est passée. Alors on fait quoi? Qu'est-ce qu'on a appris de cette floraison? Et qu'est-ce qu'on va semer à ce moment-là? C'est ça la question. Donc, dans le jardin de l'Éden, ce qui m'a surprise, moi aussi, hein, ce qui m'a surprise, c'est découvrir les structures nécessaires pour que le monde d'aujourd'hui ait pu exister. Je trouve ça fou. Enfin, moi, je trouve ça complètement fou quand je l'ai vu. Et c'est passionnant. Ah oui, en tout cas, oui. Et alors, évidemment, tout est relaté dans ce livre. Alors, il y a 5 temps forts de transe. Ouais. Est-ce que c'est un résumé de plusieurs transes que vous avez catégorisées, si je puis dire, dans 5 explications de transe, ou est-ce que ce sont 5 transes bien spécifiques et définies? Au départ, quand j'ai écrit ce livre, c'était pour la première transe que j'ai fait avec les gardiennes de la Terre. Mais quand on a dit qu'on allait en faire un livre, il a fallu que je comprenne à quoi ça me servait d'avoir vécu ça. Et donc, c'est là où je disais, il fallait laisser descendre. Et c'est pour ça que je dis que le livre s'est écrit, parce que je savais pas comment il allait finir. Et quand je voulais revenir à ce que j'avais appris, ça se transformait. Alors, au bout d'un moment, j'ai laissé venir ce qui venait. Et c'est ça qui m'a vraiment amusée. Oui. Les voilà. Les voilà. Dans la première initiation, avec ce que vous appelez les messages de la gardienne de la Terre, alors elles ont toute cette dimension, ce sont des femmes qui ont toutes leur personnalité, dont une qui avait. Alors, on aura reconnu la porte-parole de l'écologie mondiale, si je puis dire, qui est aussi très controversée, Greta Thunberg, et il y a Jane Goodall également, il y a Amma, bien sûr, et puis Isabelle Autissier. Et il y a une petite Charlotte que j'ai pas mis. Qui est Charlotte? Charlotte, c'est ma fille, hein, ma fille aînée. Et à l'époque où c'était descendu, en fait, elle était en train de créer son magazine qui s'appelle Beau, qui est vraiment un magazine beau, qui est sur justement ce côté positif. Et elle s'est battue et ça fait 2 ans maintenant que son magazine existe et qu'il y a cette intuition. Et je crois que la conteuse, dans cette façon très étonnante d'avoir fait ce magazine-là, est née. Voilà. Alors, vous découvrez donc qui est Charlotte dans la cuisine. Oui, dans ma cuisine. Dans votre cuisine, exactement. Et puis alors, il y a donc ces 4 personnalités. Alors, qu'est-ce que vous avez fait quoi? Vous avez là, elles sont venues là. Voilà, ça c'est le voilà le début. Ouais. Tout a commencé avec ça. Ouais. C'est-à-dire que découvrir à travers ces personnages comment dire, l'essentiel pour pouvoir avancer sans la peur.
Vraiment, et c'est différentes formes d'amour, parce qu'on n'avance pas tous sur le même chemin, on n'a pas tous la même chose, mais par exemple, la lucidité, c'est quelque chose d'essentiel, mais aussi de voir que ce combat que l'on mène pour le vivant avait différentes expressions. Et ça me permet de trouver la mienne. Et elles se battent toutes. Elles se sont toutes en tout cas battues pour le vivant. Alors, on a dit, il y a Greta Thunberg, la militante écologiste suédoise. Il y a l'anthropologue qui était extraordinaire, une femme qui a tellement écrit sur les grands singes, etc. Moi, il y a un film d'ailleurs qui est sorti. Sur Jane Goodall? Oui, absolument. Je crois qu'elle parle aujourd'hui. Quelle? Elle parle aujourd'hui. Elle donne une conférence, je crois, aujourd'hui, Jane Goodall. Vous êtes sûr? Ah oui, il me semble. J'ai un doute. Ah, mais bon, c'est possible, c'est possible. Il y a Ama, évidemment, à droite, et il y a Isabelle Autissier qui a fait cette grande exploratrice, qui a fait la grande navigatrice française. Et à chaque fois, vous décrivez l'état de transe lorsque vous êtes dans leur peau. Dans leur peau. Oui. Et je pense que c'est ce que doivent faire les comiques, comme faisait le Luron ou comme faisaient les autres. C'est-à-dire que à un moment, ou alors, par exemple, tiens, je sais comment certains font la transe, sans le savoir. Si vous regardez une série Netflix longtemps, à un moment, il y a un des personnages où vous êtes en train de manger ou de penser et vous avez son tic, vous avez la même attitude que celui que vous avez suivi pendant des heures. Mimétisme. Oui, mais ça amène la vibration dans laquelle la personne est. Vous voyez? Et ça, on le fait. Il y a une forme. Moi, bon, ça se fait pas comme, il faut pas des heures, hein, ça vient comme ça. Mais c'est-à-dire que à l'intérieur, on a le goût, le corps prend la place. C'est ça qui est très drôle. C'est comme une incorporation. Oui, c'est ça. Incorporation, enfin, je veux complètement. Oui. Mais ça, je l'avais eu avec mon père, je l'avais déjà eu. Hein. Est-ce qu'elles viennent à vous ou vous savez que non, elles viennent. Non, parce que moi, franchement, bon, Greta Thunberg, je la connaissais pas trop. Ama, très 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 bien. Mais Isabelle Autissier, pas du tout, parce que je suis pas une folle de la mer, je suis la forêt moi. Mais par contre, les deux dernières, je les connaissais bien. Les deux autres, ça a été une révélation. D'ailleurs, après, j'ai beaucoup lu dessus. Alors, état de transe. Alors, Greta Thunberg, par exemple, je suis Greta Thunberg, vous dites. Hein, je suis dans ce petit corps dur comme un fouet. Il tremble de rage. On se trompe. Greta n'est pas si forte ni si dure. Est-ce que... Alors, la première chose, je me suis dit, vous les avez informés que... Non, pas du tout. Pas du tout. Bah non, parce que c'est une expérience. Je peux dire ce que j'ai vécu. Maintenant, ça peut être différent de ce qu'elles sont. Et d'ailleurs, c'est sûrement différent, je pense. Sans doute, son combat, c'est de se tenir loin de son extrême vulnérabilité. Oui. Oui, c'est c'était très étonnant d'être dans ce personnage qui était à la limite chaque fois de casser. Et qu'il fallait qu'il retienne comme ça. Et ça aussi, je trouve que c'est une part de soi qu'on a aussi. En nous, il y a des fois, on est vraiment... Pour pouvoir obtenir quelque chose, on se fait tellement mal que on sait qu'une goutte de trop, ça va pas. Mais sur Greta Thunberg, par exemple, c'est intéressant parce que est-ce qu'elle est véritablement, avec ce que vous avez ressenti, est-ce qu'elle est ce qu'elle est ou ce qu'elle elle accepte de montrer au grand public dans son investissement au travers de l'écologie suédoise? Parce qu'on a souvent dit que c'était une jeune fille, elle est jeune, elle est toute jeune, qui était presque manipulée dans son combat pour être la gardienne de la Terre avec son message. Elle a une, comment dire, une façon de recevoir l'information comme, j'y connais pas très bien, mais on pourrait dire entre grands guillemets, comme les autistes ou comme des personnes très factuelles. Ça et ça. Ce qui fait que quand vous voyez qu'on va dans le mur, on peut vous raconter n'importe quoi, vous savez qu'on va dans le mur. Et donc, c'est quelqu'un qui fait 2 plus 1, ça fait 3, et ça fera pas 4. Or, nous, on est dans le jeu des illusions. Ce qui fait que dans un monde d'illusions où on a quelqu'un qui, lui, regarde l'objet tel qu'il est, sans y mettre la rêverie autour, eh bien, on a le cri de quelqu'un qui ne comprend pas, je pourrais dire, la bêtise, ça peut être employé comme ça, de l'humanité. Et c'est vrai que si j'ai cette lucidité, je serais presque au bord du suicide. Parce que je sens que je suis manipulée. Mais manipulée par qui? Quand un président la reçoit, c'est pour avoir 4 voix de plus, il va rien faire de ce qu'elle dit. Elle n'est pas dupe. Parce que justement, elle, 1 et 1, ça fait 2. Et on a beaucoup
de mal avec les personnes qui n'amènent pas l'illusion comme construction de leur pensée. Ces 4 femmes, Oui. aujourd'hui, donc vous avez appelé ça cette première initiation, cette première transe que vous décrivez dans les messages des gardiennes de la Terre. Oui. Et parce qu'elles ont toutes soit une dimension écologique, on l'a vu, soit une dimension humanitaire, soit une dimension d'amour avec Amma, spirituel, etc., etc. Est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui elles sont venues à vous? Oui, je pense que les 4 éléments qu'elle donne, qui sont l'amour inconditionnel, par exemple, pour Amma, mais elle permet de le faire passer par le toucher. Et aujourd'hui, on ne sait plus se toucher. Et le Covid a fini d'achever l'histoire. Absolument. Mais donc, elle ramène la dimension du toucher au centre de la marche du résistant aujourd'hui. Et Jane Goodall, ce qui m'a amené aussi, c'est cette façon de ne pas regarder les chimpanzés, mais dans sa manière, elle est toujours dans le cercle, c'est-à-dire qu'elle va regarder la population qui chassait les singes, elle en fait des protecteurs, elle regarde la montagne, c'est-à-dire que tout devient la chaîne. Elle a cette conscience de la chaîne, mais surtout, elle a gardé son humanité. Et ça, je me suis dit que ça existait, de pouvoir traverser autant d'échecs, parce qu'elle a des réussites, mais beaucoup aussi d'échecs, et de rester humble et humain. Parce qu'elle marche d'une façon, quand elle dit il y a une fenêtre qui vient de se refermer, il reste plus grand-chose, elle continue à marcher dans l'amour. Elle n'est pas dans la terreur, elle n'est pas dans la peur, elle n'est pas dans j'ai tout fait, j'ai perdu. Elle reste dans mais il y a un petit truc. Donc ça aussi c'est tant qu'il y a de la lumière, il y a de la lumière. Et quand vous canalisez une Isabelle Autissier dont vous ne connaissiez rien... Rien, et que je ne suis pas de la mer. Et en plus, et vous vous demandez pas d'où elle vient et qu'est-ce qu'elle fout là et qu'est-ce qu'elle vient faire dans votre... Ah ben, ce qui m'a étonné, c'est qu'elle est... elle a une force de vie. C'est pas du tout pareil. Il y a quelque chose de... Ça aussi, ça a été étonnant parce que le défi demande le succès. Alors qu'elle a mis le défi dans la jouissance quand je le vivais. Ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des témoins de son succès. Il y a de la jouissance. Ah, ça m'a plu. Et quand après cette jouissance se transforme en conscience et qu'elle aime la mer, elle en voit la fragilité et la fin, c'est presque l'histoire d'une vie, de nos vies à nous tous, où on passe de cette passion à cette compassion. C'est extraordinaire. La prophétie de l'espoir. Alors, il y a 5 initiations dont vous parlez. On ne va pas les donner les 5. Il y en a une qui, probablement, a eu une résonance plus particulière que les autres. Je pense à la 3e, ce que vous avez appelé la tache marron. Ah, oui. Il y a une résonance, évidemment, j'imagine. Bah, c'est une transe particulière, la tache marron, parce que c'est ce qui m'a permis à aller dans ce que vous disiez au début, parce que la porte a été ouverte là. Oui. Donc là, la tache marron, elle est revenue, elle est arrivée avec... Mon fils avait 6 ans à ce moment-là, donc il avait un cancer, et j'étais dans la position de la mère. C'est intéressant parce que une mère, elle est vue comme un dieu. Hein. Je t'ai fait. Ça, c'était le grand sujet. Et donc, je devais le sauver. Alors, bon, ça n'a pas marché et je suis allée voir des guérisseurs, ça n'a pas marché. Et puis, j'ai rencontré Dieu et là, j'avais l'impression que du moment que je rencontrais Dieu, ça marchait. Hein, ça paraissait normal. Et quand le professeur Lemerle m'a dit, vous savez, Guillaume, c'est fini, je suis retournée dans sa chambre et là, j'ai vu qu'il était très, très maigre et très mal. Jusque-là, je ne le voyais pas. J'étais sûre que le bon Dieu allait me guérir. Et je croyais que le bon Dieu était à côté en plus. Et j'ai dit à ce moment-là une phrase qui paraît romantique, parce que je lisais beaucoup. J'ai dit, Seigneur, prends ma vie. Et tout de suite après, j'ai dit, non, je peux pas. Et là, je me suis dit, parce que j'étais sûre qu'il entendait, le Seigneur. Je me suis dit, mais comment tu peux être une mère qui ne peut pas donner sa vie pour un enfant? C'était tellement horrible que je suis partie. Et moi qui suis protestante, je me suis retrouvée à la Madeleine, hein, alors que je venais de Villejuif. Comment j'y suis arrivée? Je sais pas. Et j'étais dans un état terrible. Et c'est là où je suis tombée à genoux. Et j'ai compris ce que voulait dire tomber à genoux. C'est pas rien. C'est le jeu qui se renie au nous. Hein. On se relie au nous de la terre. Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, c'est ton fils.
prends-le, fasse que je puisse le supporter parce que j'en ai 2 autres. Et c'est là que je suis sortie de mon corps. Et je savais pas que ça s'appelait sortir de mon corps. Je me suis retrouvée dans une tache marron parce qu'il y avait rien. Il y avait pas de romantique, il y avait pas de cœur, il y avait pas d'ange, il y avait rien du tout. C'est un état qui est difficile à décrire parce que, justement, il y a, on a l'impression que on connaît toutes les questions, toutes les réponses, que tout est tout en même temps, que tout est tout. Voilà, tout est tout, voilà. Donc, pour vous dire ce que ça donne la tache marron, c'est inaudible. Et vous voyez, des trans qui n'ont pas de mots. Voilà, une. Et c'est quand j'ai eu la conscience de pouvoir dire, je ne peux pas avoir peur qu'il aille là, que j'ai vu cette femme en bas. Et c'était moi, en bas, une misérable, et que je suis comme dans un triangle, tombée, où j'ai vomi, j'ai été pas très bien, on peut dire, mais c'est ce jour-là où la porte s'est ouverte de la transe et où j'ai découvert une clé énorme qui m'a aidée dans le travail à épauler beaucoup de femmes, c'est je ne suis que la mère. Être que la mère, c'est accepter que la vie soit la mère de l'enfant. Et à ce moment-là, il y a une capacité à rester à côté de celui qui souffre, de celui qui perd sa vie, de celui qui... Parce que je ne suis que la mère, que ça. Ma place n'est pas de transformer, créer, porter. Je suis pas le créateur. Cette épreuve m'a vraiment aidé, énormément. La puissance de ce que vous dites là, quand même. Là, j'écoute, je bois vos paroles là-dessus parce que évidemment, quand on se retrouve face à une situation où on a toujours dit, je pense que la pire des choses qui puisse arriver dans l'existence d'un être humain, c'est la perte d'un enfant. Oui. C'est ce qu'on dit. Voilà, on dit c'est la pire des choses. Je touche du bois, ça ne m'est évidemment pas arrivé, mais j'écoute attentivement ce que vous dites. Et la manière dont vous avez décrit les choses et l'acceptation que vous en faites, je trouve ça très puissant. Bah, comme 20 ans après, il a rechuté, parce qu'on a eu un miracle grâce à ça, mais 20 ans après, c'est difficile de retrouver le calme dans lequel j'étais après. Mais il y a eu une phrase difficile à accepter que mon fils m'a dit. Un jour, il m'a dit, c'était presque à la fin, il m'a dit, tu sais, je crois que j'ai cette maladie pour toi, pour que tu ailles vraiment dans ce que tu dois faire. Wow. Waouh, j'y avais dit, attends, mais ça, je veux pas ça. Tu fais pas, c'est pas pour moi, on ne joue pas, on n'est pas avec des boules qui tombent dedans. Non, non, et c'était difficile. Et quelques années après, en Cévennes, je faisais faire des quêtes de vision aux gens. À ce moment-là, j'ai compris que c'était vrai. Et ça aussi, on peut accepter que la douleur de quelqu'un, la perte de quelqu'un soit une ouverture pour nous. Et qu'on peut remercier aussi de cette douleur. Ça veut dire qu'il accepte de s'effacer pour vous permettre d'exister. Il avait compris que c'était notre destin, mais surtout que sa place à lui avait été de m'ouvrir. Et j'étais pas, quand il est parti, j'étais pas encore ouverte, hein, quand il a fait. J'étais pas dans sa mort a créé quand même une douleur fondamentale, mais je veux dire que j'étais pas à ce point-là ouvert, mais d'accepter que le drame qui existe chez quelqu'un puisse être une source d'enrichissement pour soi. Ça, je peux vous dire que c'est dur. Et pourtant, ne pas se sentir redevable, ne pas se sentir, comment dire, même des fois quand on dit « regarde tout ce que j'ai fait pour toi hein », il y en a qui ont du mal à dire « oui, ça va, tu vas encore le dire ». Mais justement, quand on peut l'accepter dans le fait que la vie se sert de tout le monde, elle peut se servir de moi pour sauver un enfant, mais elle peut se servir de moi pour l'écraser. C'est-à-dire de comprendre juste que l'on danse ensemble et que chacun vit ce qu'il a à vivre et que c'est en résonance avec soi. Donc je ne suis ni à dire merci, ni à dire autrement, je célèbre juste qu'on a été ensemble un moment. C'est ça qui est important. Dites-moi que vous le ressentez. Que je le ressens. Votre fils. Ah oui, vous avez eu ça, des messages, des perceptions, ça, oui. des choses comme ça. Oui, là, ouais. Ça, c'est. Alors lui, voilà, lui aussi, je le ressens, mais il y a des fois, il vient quand il veut. Alors ça, c'est pas pareil.
Ça peut. Et une fois, il est venu à cause de mon chat. Mais c'est vraiment. À cause de mon chat. J'avais une chatte, elle est décédée maintenant, un peu chère. Bon, enfin bref, cette chatte, elle avait un don, elle faisait vraiment communiquer. Elle créait le lien vibratoire nécessaire pour que les empreintes puissent se réveiller. Elle avait ce don, hein. Non, mais c'est vrai. Elle s'appelait Tonnerre d'ailleurs. C'était un chat magnifique. Magnifique. Il y en a 5 des initiations comme celle-ci. Vous voulez dire un petit mot sur la 4e qui est très importante, évidemment, la rencontre avec le mythe de la chute, le paradis perdu? Le paradis perdu, oui, c'est on chute d'un endroit où il n'y a pas de vie, qu'on appelle le paradis, hein, puisque pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de la mort. Donc la rencontre de la mort, c'est la rencontre avec le mouvement. C'est parce que je vais mourir que mes petits-enfants vont exister. Bon, s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie. Donc, c'est la naissance de la vie. Et c'est ça qui est étonnant, c'est de transformer cette peur, parce que le fait qu'il y ait eu un avant, un après, crée une ligne droite. Ah, cette verticalité dont je parle. Et justement, si on rentre dans le monde de l'Indien, le monde du chaman, c'est le cercle. Or, si on meurt, on donne vie, on se transforme en permanence, on est dans un cercle infini. Et c'est ça, la chute, c'est que on ne tombe pas, on s'incarne dans l'éternité. Est-ce que ce livre, je trouve que, enfin, j'ai le sentiment en tout cas que la puissance de ce que vous écrivez là est une puissance évidemment ressentie puisqu'on parle de transe. J'ai l'impression qu'il vous fait encore monter d'un échelon supplémentaire dans votre ouverture spirituelle, si je puis dire. Bah, quand on me demande d'en parler, comme vous voyez, je suis obligée d'y retourner, pratiquement. C'est-à-dire de retourner à la sensation. Qu'est-ce qui a amené les mots? Donc, ce qui est le plus dur d'ailleurs. Ce qui est le plus dur, parce que mettre des mots, comme vous le disiez, effectivement, sur ces sensations-là, c'est très compliqué. Mais en fait, je crois que ce qui m'a étonnée, c'est que bon, je fais une vidéo tous les matins depuis le Covid, et souvent j'essaie de faire que les choses compliquées soient simples. Et c'est ce qu'on me renvoie comme information. Et là, j'ai été contente parce qu'une fois que j'ai relu le livre, j'ai vu que c'était une initiation simple, parce que celui qui le lit l'écrit aussi, donc va mettre ses pas dans les miens. Et j'espère que ça va amener, et j'ai quand même des retours dans ce sens, hein, que ça va amener la lucidité qui va avec la paix et la joie qui va avec l'amour. Voilà, c'est à peu près ce que j'espère que ça amène. Maintenant, on ne sait pas. Peut-être qu'il y en a qui vont le lire et vous trouvez ça comme très angoissant, j'en sais rien. Je suis pas. On écrit à deux, hein, un livre. Celui qui lit et celui qui écrit. Évidemment. Un dernier mot pour conclure, Ghislaine. Je pensais à votre famille, vos petits-enfants. Est-ce que, avec une grand-mère telle que vous êtes, cette dimension que vous avez, ce côté chaman, bien entendu, et ce monde dans lequel nous vivons, est-ce que vos petits-enfants arrivent à suivre? Ils sont adaptés à leur époque, et je pense qu'ils ont des connaissances que je n'ai pas. Chaque saison, quand un arbre doit vivre une sécheresse, il n'est pas comme les 2 saisons précédentes où il y avait la pluie. Et il va trouver les ressources de la sécheresse. Donc, mes enfants, mes petits-enfants sont les saisons de notre arbre. Et je ne doute pas qu'ils auront la ressource, qu'ils feront venir de la sève de notre arbre, de la vie, la ressource nécessaire pour la traverser. Et je la connais pas parce que je suis pas de cette saison. Waouh! Je vous remercie infiniment. J'ai passé un délicieux moment. Je pense que cette émission, évidemment, va susciter beaucoup de réactions, voire sans doute des émotions. Et si vous voulez, bien sûr, en savoir plus et vous plonger complètement dans cet univers de Ghislaine Duboc, eh bien, allez lire ça. La prophétie de l'espoir, une formidable vision chamanique de notre monde en transition. On l'aura compris, c'est aux éditions Vega, de la grande maison d'édition Guitret Daniel, que je salue au passage et que je remercie. On va mettre autour de cette vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec vous, pour suivre aussi vos enseignements, j'imagine, et
toutes ces retraites, comme l'on dit, spirituelles. Vous aimez ce mot ou pas? Non, D'accord, je fais non, j'ai pas d'enseignement spirituel. Non. J'ai un partage de vie. D'accord. Et quand on marche à mes côtés, on rigole beaucoup, parce que je crois que quand on peut si on met le mot soin, aller dans la dimension du rire, dans les pires blessures, quand on peut rire, on touche après la profondeur dans les larmes, mais on a appris quelque chose dans ce rire qui fait que ce qui nous arrive, ça s'appelle juste la vie. Et ça devient pas si extraordinaire que ça. Donc c'est pas injuste, on se sent bien. Et moi, mes initiations, j'aime bien qu'elles soient avec le rire comme maison. Et pour aller dans les larmes et la joie ensuite. Voilà, donc non, je suis pas un enseignant, je partage un chemin. Et je crois que tout le monde m'enseigne. Moi, j'apprends autant que ceux qui sont avec moi. C'est plus simple. Et vous avez des petits rituels? Ah, la roue de médecine, oui, ça c'est mon truc, la roue de médecine. Oui, les 4 directions, c'est vraiment vraiment important. Quand on comprend cette danse-là, c'est tellement. Juste juste un mot pour décrire. Oh non, faut la vivre. C'est vrai, faut la vivre. Faut ces 4 directions, faut la vivre. On ira dans les Cévennes alors pour vivre ça. Ah non, c'est en Normandie. Ah, c'est en Normandie que vous faites ça. Bon, d'accord. Non, Cévennes, c'est ma retraite. C'est ça. Okay. Oui, c'est ma retraite, le Cévennes. C'est ça. C'est très perso. C'est perso. C'est très personnel, évidemment. Perso. Merci infiniment, Gisèle. Merci, c'était un vrai bonheur de vous recevoir. Vous allez commenter, comme toujours, partager, j'en suis convaincu. Commentez avec bienveillance et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.